la notation qu'on utilise, c'est P de lambda. Lambda, c'est un réel strictement positif. Alors, une variable aléatoire est dite variable de Poisson. En pratique, elle compte, elle permet de compter dans une durée fixée le nombre de succès. On s'intéresse à un événement comme pour une loi binomiale. Et c'est une variable qui compte le nombre de succès durant une période bien définie. Alors, j'ai une variable aléatoire x, elle est dite de Poisson, et on note P de lambda. Lambda, c'est un réel qui est strictement positif. C'est un réel qui est strictement positif. Alors, les valeurs prises par une variable qui suit la loi de Poisson, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Et les probabilités associées, ils sont définis de cette façon. PI, c'est la probabilité que X soit égal à I. I, c'est un entier naturel qui peut être 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Et c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins lambda, le réel que vous avez ici, le lambda, lambda à la puissance I sur I factoriel. Sur I factoriel. C'est ça les PI pour une loi de Poisson. Et en pratique, c'est une variable qui compte le nombre de succès durant une période de temps bien fixée. Alors, les valeurs prises sont 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, et les probabilités associées sont données par ça. Par exemple, si je veux la probabilité que x égale à 0, si je veux la probabilité que x égale à 0, alors c'est égal à l'exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance 0 sur 0 factoriel. C'est égal à l'exponentielle de moins lambda. Parce que 0 factoriel par convention, c'est 1. Lambda à la puissance 0, c'est 1. Donc, une variable qui suit la loi de Poisson peut prendre toutes les valeurs de n, de 0, 1, 2 jusqu'à l'infini. Et les probabilités associées sont données par ça. Voilà. Alors, par exemple, en pratique, x, une variable qui suit la loi de Poisson, c'est la variable qui compte le nombre d'arrivées de clients à un guichet de banque durant une semaine. Je fixe une période de temps, par exemple une journée, 1 heure, 2 heures, une semaine, et je compte le nombre d'arrivées de clients à un certain guichet. Cette variable, elle suit la loi de Poisson. On peut se fixer un péage durant une journée, une période de temps bien fixée, et on va compter le nombre de véhicules qui arrivent à ce péage. C'est une variable qui suit la loi de Poisson. Je peux fixer une période de temps, par exemple une année, et je m'intéresse au nombre de pannes durant cette année pour un certain nombre de véhicules. La variable qui va me compter le nombre de pannes durant cette période de l'année, c'est une variable qui suit la loi de Poisson. Alors, si je veux,
si je veux vérifier que la somme des pays, la somme de tous les pays, I allant de 0 à plus l'infini, la somme de tous les pays, normalement, c'est la somme de tous les pays, ça donne quoi? C'est 1. Normalement, c'est 1. On peut vérifier ceci. Alors, comment vérifier ceci? La somme de tous les pays, c'est, je vais enlever le 1, c'est la somme sur I de l'exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance I sur I factoriel. L'exponentielle de moins lambda, ça ne dépend pas de I, ça sort de la somme. L'exponentielle de moins lambda, la somme sur I allant de 0 à plus l'infini, lambda à la puissance I sur I factoriel. Alors, à quoi est égale la somme sur I de lambda I sur I factoriel? La somme sur I, lambda I sur I factoriel. Ça, c'est l'exponentielle de lambda. L'exponentielle de lambda, c'est la somme sur I, lambda I sur I factoriel. Si on multiplie E moins lambda par E lambda, on aura 1. Vous ne connaissez pas ce résultat? La somme sur I, lambda I sur I factoriel. Non? Non, monsieur, non. Personne. Voilà. Dans le cours des séries, on le fait ça. C'est un résultat qu'on fait dans le cours des séries. Série numérique. C'est les étudiants qui ont fait l'analyse K. Donc, la somme sur I, lambda I sur I factoriel, E lambda, donc on retrouve 1. Alors, pour... le développement limité de l'exponentiel. Ou le développement limité de l'exponentiel. Le développement limité de l'exponentiel, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, l'espérance de x, si je veux calculer l'espérance de x, l'espérance de la variable aléatoire x. Normalement, c'est la somme sur i, les valeurs prises qui sont l'entier naturel i, multipliées par les pi. Les valeurs prises, ce sont les i, les entiers naturels multipliés par les pi. Alors, si vous calculez cette quantité, vous allez trouver lambda. Le lambda qui est ici, c'est la valeur moyenne de x. Et si vous calculez la variance de x, vous allez trouver aussi lambda. Donc, le lambda de la loi de Poisson, c'est à la fois l'espérance et la variance. C'est à la fois l'espérance et la variance. Donc, l'espérance de x, c'est égal à la variance de x, c'est égal à lambda. Pour la loi de Poisson, la moyenne et la variance, ils sont égales. Et ils sont égales à lambda. Alors, il y a une relation entre la loi binomiale et la loi de Poisson. Il y a une relation entre la loi binomiale et la loi de Poisson. Si vous avez une variable x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p.
N et P. Alors, dans ces conditions, P strictement plus petit que 0,1 et N plus grand que 30, P strictement plus petit que 0,1 ou 0,10 et N plus grand que 30. En pratique, on dit que N est grand. En pratique, on dit N grand. N grand et P petit. N grand et P petit. Dans le cas où P est petit, on pratique P plus petit que 0,10. On dit que, que la probabilité de succès est petit. N est grand, c'est lorsque N dépasse 30. À ce moment, à la place de la loi binomiale, on peut utiliser la loi de Poisson. On dit qu'on approche la loi binomiale par la loi de Poisson. Et le paramètre lambda, on sait que lambda, c'est l'espérance de x. Et l'espérance de x, pour une loi de loi binomiale, l'espérance de x, c'est np. Et donc, le lambda qu'on utilise ici, c'est np. Donc, à la place d'utiliser la loi binomiale, vous pouvez utiliser la loi de Poisson, de paramètre np. Et les probabilités, pour calculer les probabilités, ils sont proches les unes des autres. Donc, pour calculer les probabilités, au lieu d'utiliser la loi binomiale, vous pouvez utiliser la loi de Poisson. Et vous n'allez pas perdre grand-chose au niveau probabilité. Les probabilités seront proches que si vous utilisez la loi binomiale. Donc, dans ces conditions, P petit, N grand, à la place de la loi binomiale, on peut utiliser la loi de Poisson. Et c'est pourquoi la loi de Poisson est appelée loi des événements rares. Loi des événements rares. La loi des événements rares. C'est bon? On dit qu'on a approché la loi binomiale par la loi de Poisson. On dit qu'on approche la loi binomiale par la loi de Poisson. Pourquoi on préfère utiliser la loi de Poisson? Parce que le calcul des probabilités est facile. Le calcul des lois de probabilité, c'est facile que pour la loi binomiale. Les PI sont faciles à calculer que pour la loi binomiale. Alors, une autre loi de probabilité discrète, c'est la loi hypergéométrique. Alors là, oui. Mais la variance, l'espérance reste là. Lambda. Ah, pour la loi de Poisson, oui. L'espérance, c'est lambda. La variance, c'est lambda. Et dans ce cas, c'est NP. NP, oui. NP. Et ils sont proches. Dans ces conditions, NP et NP1 moins P, ils sont proches. Ils sont proches dans ces conditions. Ce n'est pas toujours vrai. Approcher la loi binomiale par la loi de Poisson n'est pas toujours vrai. Pour que ça soit vrai, il faut que ces conditions soient vérifiées. P petit et N est grand. Alors, la loi
hypergéométrique. C'est une loi discrète. Alors, quand est-ce qu'on a affaire à une loi hypergéométrique? Lorsqu'on a une population de n individus parmi lesquels une proportion P possède un certain caractère. Le caractère A, c'est le caractère qui nous intéresse. On s'intéresse à un caractère. C'est le succès pour nous. C'est le succès dans ce cas. J'ai un individu, parmi ces n individus, une proportion de P qui possède ce caractère. Donc, le nombre d'individus qui possèdent ce caractère, c'est n fois P. Le nombre, c'est n fois P. Le pourcentage, c'est P. Et la totalité, c'est grand N. Parmi ces grands N individus, je vais choisir petit n individu. Tirage sans remise. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas l'indépendance. Le tirage est sans remise. C'est-à-dire que mon second tirage dépend du précédent. Donc, je n'ai pas l'indépendance. Et X c'est une variable aléatoire qui me compte le nombre de succès parmi ces N. Alors, la loi de X, c'est la loi géométrique, hypergéométrique. Alors, faisons ceci sur un exemple. Supposons que j'ai 4 statisticiens et 12 physiciens. J'ai 4 statisticiens dans un certain établissement. Dans un certain établissement, j'ai 4 statisticiens et 12 physiciens. Donc, au total, N, j'ai 16, non, j'ai 4 et 8. J'ai 4 et 8. Le total, c'est 12. 4 et 8. Le total, c'est 12. Le total, c'est 12 profs. 12 profs. Alors, on va choisir. On choisit. On choisit au hasard N est égal à 3 profs. On va choisir au hasard N est égal à 3 profs. Et la variable aléatoire X au hasard, mais sans remise. Sans remise. Donc, je ne peux pas choisir un prof 2 fois. Et X va me compter le nombre de statisticiens parmi, mais je suis parmi les 12. Parmi les 12, je les connais, c'est 4. Parmi les trois. Parmi les 3. Je choisis un des 12 profs, je choisis 3 au hasard. Donc, X va me compter le nombre de statisticiens parmi les 3. Alors, la loi de X, c'est la loi hypergéométrique. Hypergéométrique.
Alors, pour connaître la loi hypergéométrique, il me faut les XI. Les XI. Et les PI. Et les probabilités associées. Alors, quelles sont les valeurs prises par X? Qui sont les XI? Quelles sont les valeurs prises par X? Zéro, un, deux, trois. 0, 1, 2, très bien. 0, 1, 2, 3. Ça veut dire parmi les 3 que j'ai choisis, il se peut qu'aucun n'est statisticien. Il se peut qu'un seul soit statisticien et il se peut que 2 soient statisticiens. Il se peut que les 3 soient statisticiens. Maintenant, les probabilités associées. Alors, la probabilité que X est égal à K. K, c'est un entier naturel. K, c'est un entier naturel qui peut être égal à 0, 1, 2, 3. Donc ici, j'ai P0, P1, P2 et P3. Alors la probabilité que X est égal à K, c'est la probabilité que j'ai K statisticien parmi les 3. La probabilité que j'ai K statisticien parmi les 3. K, ça peut être 0, 1, 2 et 3. Pour faciliter les choses, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est choisir 3 parmi les 12. Le nombre de cas possibles, c'est choisir 3 profs parmi, c'est la totalité, toutes les possibilités. J'ai 12 profs, je choisis 3. Donc, c'est C3 parmi 12. Sans répétition et sans ordre. L'ordre n'est pas intéressant et je choisis 3 parmi 12. Alors, le nombre de cas favorables, c'est choisir K parmi X. X, ça compte le nombre de statisticiens. X, ça compte le nombre de statisticiens. Donc, choisir K parmi les... Les 3. Parmi les... Ah, les 4. Les 4. J'ai choisi 4 Les 4. K parmi les 4 statisticiens. Et le reste c'est quoi? C'est 3 moins K. Le total, c'est 3. Le total, c'est 3. Je choisis 3 K parmi les 4 et le reste, qui est 3 moins K parmi les physiciens, qui sont au nombre de 8. 8. Au nombre de 8. C'est ça la probabilité associée. Donc, le nombre de cas, tous les cas possibles, c'est C3 parmi 12. Et le nombre de cas favorables, c'est K, j'ai X égale à K, c'est-à-dire le nombre de statisticiens, c'est K. Donc, les cas statisticiens, je les choisis parmi les 4, et le reste, je les choisis parmi les physiciens qui sont au nombre de 8. Sir, Oui. s'il vous plaît, Oui. pourquoi on n'a pas choisi K parmi... On a fait 3 moins K. Parce que je choisis, regarde, on a choisi 3 profs. On a choisi 3 profs. J'ai 3 profs. K sont statisticiens, ou 3 K moins K sont physiciens. K plus 3 moins K, j'ai K plus 3 moins K. Qu'est-ce que ça donne? 3. Ou 4 plus 8, ça donne 12. J'ai 12 profs.
je choisis 3 parmi ces 12. Toutes les possibilités, c'est 3 parmi 12. Ou le nombre de cas favorables, choisir K statisticien, c'est-à-dire K parmi 4, ou le reste 3 moins K parmi 8. Faisons un exemple pour que ça soit plus clair. Que X soit égal à 0. C'est la probabilité que le nombre de statisticiens choisis parmi les 3 est 0. Aucun statisticien. Quelle est la probabilité de ne choisir aucun statisticien? X égale à 0. Alors, nombre de cas possibles, c'est je choisis 3 parmi 12. 3 parmi 12, c'est le nombre de toutes les possibilités. Alors, le cas favorable, c'est X égale à 0. Aucun statisticien. Donc, choisir 0 parmi les 4, j'ai 4 statisticiens. Je ne vais choisir aucun parmi les statisticiens. Et je vais choisir les 3 moins 0, le reste, parmi les 8. C'est ça la probabilité que X égale à 0. C'est bon? Non, c'est pas clair? X égale à 0, c'est-à-dire je cherche la probabilité que le nombre de statisticiens est égal à 0. C'est-à-dire que je choisis la totalité parmi les physiciens. Donc, c'est 0 parmi 4. Je choisis 0 parmi 4. J'ai 4 statisticiens, je choisis 0. Et 8, je choisis tous les 3 parmi les 8. Divisé par le nombre de cas possibles. C'est choisir 3 parmi les 12. Moi, j'ai 12 profs. J'ai choisi 3. Et X va me dire combien parmi les 3 sont statisticiens. Alors, si je veux maintenant X égale à 1. X égale à 1. C'est-à-dire, la probabilité que le nombre de statisticiens parmi les 3, c'est 1. Donc, je dois choisir 1 parmi les 4 et le reste, qui est 2, parmi les 8. Je choisis 2 parmi les physiciens ou 1 parmi les statisticiens. La somme ici, ça doit donner 3. Et la somme ici, ça doit donner 12. Un nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Si je veux la probabilité que X est égal à 2, c'est-à-dire choisir 2 statisticiens parmi les 3. Donc, je choisis 2 parmi les 4 et le reste qui est 3 moins 2, c'est-à-dire 1 parmi les 8. Et enfin, la probabilité que X égale à 3, la probabilité que le nombre de statisticiens choisis parmi les 3, c'est 3. C'est-à-dire, je ne choisis que parmi les statisticiens. Je dois choisir les 3 parmi les 4 et 0 aucun parmi les physiciens. Voilà.
C'est clair ou c'est pas clair? Alors, je vais faire autre chose. Monsieur, Oui. ce loi-là, il est utilisé juste pour les, quand on a un exemple comme ça, un ensemble des individus et des populations. C'est la loi binomiale avec une dépendance. La loi binomiale sans indépendance. Quand on enlève l'indépendance, c'est la loi hypergéométrique. Ça ressemble à la loi binomiale. Je m'intéresse à un événement qui est le succès, et P, c'est la probabilité du succès. Voilà, j'ai un individu, j'ai un pourcentage P, le pourcentage de succès, et le tirage se fait sans remise, de telle sorte que je répète l'expérience, pas d'une façon indépendante. Quand je travaille avec remise, j'ai l'indépendance. Et donc, on aura la loi binomiale. Il suffit de remplacer ici sans remise avec remise. Sans, vous la remplacez avec, et vous aurez la loi binomiale. Alors maintenant, je vais choisir on choisit N est égal à 5 profs. Tout à l'heure, on a choisi 3 profs, maintenant on va choisir 5 profs. Et X va me compter le nombre de profs statisticiens parmi les 5. Parmi les 5. Nombre de profs statisticiens parmi les 5. X va me compter le nombre de profs statisticiens parmi les 5. De 0 jusqu'à 4. C'est très bien. Alors, les valeurs prises par X, cette fois-ci, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à 4. X, ça peut être égal à 4. Ici, je choisis 5 profs. Je choisis 5 profs. Donc, il se peut que X soit égal à 0, 1, 2, 3 ou 4. Le maximum, c'est 4. Pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai choisi 3 profs. Donc, au maximum, je peux avoir 3 statisticiens. Maintenant, je peux choisir 4 statisticiens. Donc, j'ai P4 en plus. Et la probabilité que X égale à 4, à K, c'est choisir K parmi 4 et le reste, c'est-à-dire, c'est pas 3 moins K le reste, c'est c'est 5 moins K. 5 moins K plus K, c'est 5. Au total, je choisis 5 profs. Et ici, au lieu de choisir le nombre de cas possibles, c'est pas C3 parmi 12, mais c'est C5 parmi 12. P4. Voyez, donc si je veux maintenant, si je veux calculer la probabilité que X égale à 4,
Si je veux calculer la probabilité est égale à 4. C'est-à-dire la probabilité de choisir 4 statistiques, parmi les 5, j'ai choisi 5, parmi les 5, j'ai 4 statisticiens. C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est choisir 5, je choisis 5 parmi les 12. Et le nombre de cas favorables, c'est choisir 4 parmi les 4 et le reste qui est égal à 1 parmi 8. Parmi 8. Donc 1, je le choisis parmi les physiciens et 4 parmi les statisticiens. La probabilité que x égale à 0, c'est nombre de cas possibles, c'est 5 parmi 12. Choisir les 5 parmi les 12. Mais le nombre de cas favorables, c'est x égale à 0, nombre de statisticiens, c'est 0. Donc, je dois choisir 0 parmi les 4 et la totalité qui est 5 parmi les 8. J'ai choisi 5 profs. Donc, les 5, je dois les choisir parmi les physiciens qui sont au nombre de 8. Et 0 parmi les 4. Donc, X suit la loi hypergéométrique. Alors, on écrit. Alors, les valeurs prises sont 0, 1, 2, 3, 4 dans ce cas, et les pays sont les pays associés. Et on écrit, qu'est-ce qu'on écrit? La notation qu'on utilise. On note X suit la loi hypergéométrique, la lettre grand H. Alors, les paramètres sont grand N, petit n et petit p. Les paramètres qui caractérisent la loi hypergéométrique sont grand N, l'ensemble, l'effectif total. Petit n, c'est la taille de l'échantillon que je choisis de grand N. Et P, c'est la probabilité de succès. P, dans ce cas, c'est non, P, c'est la probabilité de succès. C'est le pourcentage de succès. Alors, si vous multipliez n par P, vous aurez le nombre de personnes parmi les grands N qui possèdent le caractère qui nous intéresse, c'est-à-dire le succès. Voilà. NP, c'est le nombre d'individus qui possèdent le caractère qui nous intéresse. Voilà. Ici, alors pour la loi hypergéométrique, l'espérance, si vous calculez l'espérance, c'est n fois p. Si vous calculez la variance, c'est np1 moins p, la variance de la loi binomiale. Le terme qu'on ajoute, c'est n moins n divisé par n moins 1. N moins petit n est divisé par n moins 1. Donc, pour une loi hypergéométrique, si vous avez une variable x qui suit la loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et petit p, la probabilité de succès, alors l'espérance de x, c'est np, et la variance de x, np, c'est la moyenne de la loi binomiale. N, la variance de la loi binomiale, np 1 moins p,
auquel il faut ajouter n moins n divisé par n moins 1. Il faut ajouter ce terme. C'est ce terme qui fait la différence avec la loi binomiale. Et lorsque n est très grand, lorsque n est très grand, lorsque la taille de l'ensemble, la taille de l'ensemble qu'on veut étudier, la taille globale des personnes qu'on veut étudier, lorsqu'elle est très grande, à ce moment, cette quantité est proche de 1. On retrouve la loi binomiale. C'est-à-dire la taille de l'échantillon n qu'on choisit de la taille de l'ensemble. Si petit n est très petite par rapport à grand n, à ce moment, cette quantité est proche de 1. C'est-à-dire que même si on effectue un tirage sans remise, il sera assimilé à un tirage avec remise. C'est-à-dire dans une grande population, si vous tirez un individu, même si vous le gardez et vous choisissez un deuxième, ou bien si vous le rendez, les chances de le choisir une deuxième fois est négligeable, est très petite. Donc on revient à ce moment à la loi, binomiale. Je crois, dernière loi pour les lois discrètes, la loi géométrique. Alors, on a la loi géométrique quand on a une variable qui compte le nombre d'essais nécessaires pour faire apparaître un événement. J'ai un événement qui m'intéresse, le succès. La probabilité de succès, c'est P. La probabilité du succès, c'est P. Et l'expérience aléatoire, on va la répéter. Et l'expérience aléatoire, on la répète jusqu'à obtenir le succès. Jusqu'à obtenir le succès. On répète l'expérience jusqu'à obtention du succès. Alors, X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de fois nécessaire pour avoir le succès. La variable aléatoire va me dire combien de fois il a fallu répéter l'expérience pour avoir le succès. Le nombre de fois nécessaire pour avoir le succès. Compris? Donc l'expérience, j'ai un succès qui m'intéresse. Je fais l'expérience la première fois. Si j'obtiens le succès, je m'arrête.
Si je n'obtiens pas le succès, je fais l'expérience une deuxième fois. Si j'obtiens le succès la deuxième fois, je m'arrête. Sinon, je refais l'expérience la troisième fois, et ainsi de suite. Je ne m'arrête que lorsque j'obtiens le succès, que lorsque l'expérience me donne le succès. C'est bon? Donc, la loi de cette variable aléatoire, on l'appelle la loi géométrique. Alors, quelles sont les valeurs prises, les xi? Quelles sont les xi? Les valeurs possibles pour x. Quelles sont les valeurs possibles pour x? De 1 jusqu'à n. C'est de 1 jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Je peux, 1, ça veut dire que la première fois, j'obtiens le succès, je m'arrête. Sinon, x égale à 2, ça veut dire que la première fois, j'ai obtenu l'échec, mais la deuxième fois, c'est le succès. X égale à 3, ça veut dire que la première fois, échec, deuxième fois, échec, troisième fois, succès. Et ainsi de suite. Donc, je peux refaire indéfiniment l'expérience sans jamais tomber sur le succès. Donc, ça peut être 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Et l'expérience, je la refais dans les mêmes conditions et d'une façon indépendante. Restent maintenant les probabilités associées, les PI. Alors, P1, P2, P3, et ainsi de suite. Alors, la probabilité que x est égal à 1. La probabilité que x égale à 1. C'est égal à c'est P. c'est P. Parce que c'est la probabilité de tomber sur pile la première fois, sur le succès la première fois. Donc, c'est pile, c'est P. La probabilité d'avoir le succès, c'est la probabilité d'avoir le succès. C'est la première expérience. Si j'obtiens le succès, je m'arrête. Donc, c'est P. Parce que la probabilité du succès, c'est P. La probabilité que x égale à 2. C'est 1 moins P fois P. Voilà. C'est la probabilité d'avoir l'échec, la première expérience, et le succès, la deuxième expérience. C'est, alors, et ça donne, puisque je répète l'expérience d'une façon indépendante. D'une façon indépendante. Donc, c'est P de E1 fois P de S2. P de E1, c'est, à quoi est égal P de E1? 1 moins P. 1 moins. 1 moins p. La probabilité de l'échec, c'est 1 moins P. La probabilité du succès, c'est P. 1 moins P fois P. Monsieur, Oui. pourquoi ne pas multiplier par la combinaison de 1 de 2? Pourquoi on n'a pas pris en considération tartib? Parce que ici, je fais l'expérience. Nécessairement, c'est comme ça. Nécessairement, c'est comme ça. Ce n'est pas permis S2, E1. Si tu trouves S au premier, tu t'arrêtes. Toujours les échecs précèdent le succès. Voilà. Parce qu'on s'arrête. Voilà. Si on tombe sur le succès, on s'arrête. P
P de S, P de X P de X égale à 3. Nécessairement, il faut l'échec au premier et l'échec à la deuxième expérience et le succès à la troisième expérience. Donc, et ça me donne le produit. Donc, j'ai 1 moins P, 1 moins P, 2 fois, multiplié par un seul succès, c'est P. C'est bon. Donc, d'une façon générale, la probabilité que X est égal à K, K c'est un entier qui peut être 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. C'est, donc, la Kème expérience, je tombe sur le succès. Donc, avant, c'est l'échec. Donc, c'est 1 moins P à la puissance K moins 1 multiplié par P. K, c'est égal à 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, c'est 1 moins P à la puissance K moins 1 multiplié par P. Si vous remplacez K par 1, vous allez trouver P de X égale à 1. Si vous remplacez K par 2, vous allez trouver P de X égale à 2. Si vous remplacez K par 3, vous allez trouver P de X égale à 3. Et c'est dans le cas général. Ça, c'est le cas général. Donc, pour une variable qui suit la loi géométrique de paramètre P, les valeurs prises, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Et les probabilités associées sont 1 moins P à la puissance K moins 1 P. Donc, on a une expérience qui possède deux résultats. L'échec, le succès ou l'échec. Le succès avec une probabilité P, l'échec avec une probabilité 1 moins P. Et je vais répéter l'expérience jusqu'à avoir le succès. Et X va me dire le nombre de fois que j'ai fait l'expérience pour tomber sur le succès. Alors, on note X suit la loi géométrique de paramètre P. P, c'est la probabilité du succès et G pour géométrique. Alors, l'espérance de X pour une loi géométrique, c'est 1 sur P. L'espérance de X, c'est 1 sur P. Et la variance, c'est Q sur P au carré. Q, c'est 1 moins P. Q, c'est 1 moins P. Donc, l'espérance de X, c'est P. Je vais effacer. L'espérance de X, c'est 1 sur P. Et la variance de X, c'est Q qui est 1 moins P sur P au carré. Sur P au carré. Les calculs ont donné ça. On fait la somme des XI fois les PI. On trouve 1 sur P. On calcule l'espérance de X au carré, on retranche le carré de la moyenne, on trouve la variance. Donc, le Q qui est ici, c'est 1 moins P. Voilà. Et comme ça, on a terminé les lois discrètes, les plus utilisées en pratique. La prochaine fois, on va passer aux lois continues. Les lois de probabilité, les variables aléatoires continues et leurs lois de probabilité. On verra que dans le cas discret, la loi de probabilité est décrite par les XI et les PI. Les XI, les valeurs prises et les PI.
pour les variables aléatoires continues, les valeurs prises, c'est un ensemble infini. X peut prendre une infinité de valeurs. Et donc, ça sera un intervalle. Un ensemble qui contient une infinité de valeurs, c'est les intervalles. Donc, les valeurs prises par une variable aléatoire continue, c'est un ensemble infini. Et donc, ça sera un intervalle. Et la loi de probabilité, elle sera décrite par les X qui appartiennent à l'intervalle AB, et les probabilités associées, c'est ce qu'on appelle densité de probabilité, f de x. Dans le cas continu, ce sera une densité de probabilité, une fonction f de x, qui s'appelle densité de probabilité. Densité de probabilité. Probabilité. C'est bon? Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît, concernant le droit géométrique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la probabilité de la variable x est supérieure strictement à k? Pour la loi géométrique. Oui. Probabilité x supérieure strictement à k. C'est la probabilité que x est égal à k plus 1 ou Voilà. x est égal à k plus 2 ou x est égal à k plus 3 ou ainsi de suite. On ne peut jamais fixer k. Si, par exemple, la probabilité que x est, k c'est un entier, la probabilité que x est supérieur à 1, c'est la probabilité que x égale à 2 ou x égale à 3 ou ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Il vaut mieux passer par l'événement contraire. 1 moins la probabilité que x est inférieur ou égal à 1. C'est égal à 1 moins la probabilité que x égale à 1, c'est la probabilité que x égale à 1. 1 moins la probabilité que x est égal à 1. La seule possibilité, voilà, x plus petit que 1, inférieur ou égal. La seule possibilité, c'est x égale à 1. Parce que les valeurs prises sont 1, 2, 3, 4, l'infini. 0, ce n'est pas possible. Moins 1, ce n'est pas possible. Donc, c'est 1 moins la probabilité que x égale à 1. Et la probabilité que x égale à 1, on l'a vu. La probabilité que x égale à 1, c'est P. C'est P. Oui, merci. Si tu veux, la probabilité que x est supérieur à 2. Probabilité que x est supérieur à 2. Il vaut mieux passer par l'événement, c'est x égale à 3, ou x égale à 4, ou x est égal à 5, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, il vaut mieux passer par l'événement contraire. L'événement contraire, donc, soit tu calcules la somme, k allant de 3 jusqu'à plus l'infini, probabilité que x égale à k, tu calcules cette série, la somme, la série k égale à 3 jusqu'à l'infini, p de x égale à k, et cette série, on peut la calculer.
c'est égal à la somme K égale à 3 jusqu'à plus l'infini. Alors, P de X égale à K, c'est 1 moins P à la puissance K moins 1 multiplié par P. C'est égal à P, ça ne dépend pas de K, ça sort, la somme, et tu calcules la somme K allant de 3 jusqu'à plus l'infini, 1 moins P à la puissance K moins 1. K moins 1. C'est égal à P, et cette série, on peut la calculer. Il suffit de faire un changement de variable. Il suffit de faire un changement. On va poser K moins 1. Non, K prime. Non, K moins 3. K moins 3 pour tomber sur 0. K moins 3 est égal à K prime. K moins 3 est égal à K prime. Donc, j'aurai la somme K prime égale à, si K est égal à 3, ça sera 0. K prime 0, plus l'infini. Oui. 1 moins P, 1 moins P, à puissance K prime plus 2. Là. alors K moins 1, c'est K prime plus 2. Voilà. K prime plus 2. Plus 2. Alors, c'est égal à, je vais continuer avec la couleur noire. Alors, c'est P, c'est égal à P. Alors, 1 moins P à la puissance K prime plus 2. 1 moins P au carré. Je vais faire sortir 1 moins P au carré. 1 moins P au carré. Ce qui reste, la somme K prime égale à 0 plus l'infini, 1 moins P à la puissance K prime. K prime. Alors, c'est égal à P, 1 moins P au carré. Alors, et cette série, à de la série Hadi, à de la série. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, on utilise la somme de I allant de 0 à plus l'infini x à la puissance I. La somme I allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance I, a dit شحال? On va travailler par l'exponentielle. La somme. L'exponentielle, c'est x à la puissance I sur I factoriel. Sur I factoriel. Il a dit x à la puissance I. Il a dit il y a 1 sur 1 moins x. Il a dit il y a 1 sur 1 moins x. La somme I allant de 0 à plus l'infini x à la puissance I, c'est 1 sur 1 moins x. Avec x inférieur à 1. Valeur absolue de x plus petit que 1. Bien sûr, plus petit que 1. Si, c'est une condition. On dit 1 moins p. X, il y a 1 moins. X, il y a 1 moins p. Toujours inférieur à 1. Toujours inférieur à 1 en valeur absolue. Donc, à dire qu'il y a 1 sur 1 moins 1, 1 moins 1 moins p. Il y a p. On simplifie par p. On a 1 moins p au carré. 1 moins p au carré. 1 moins p au carré. C'est bon? Oui, merci. Donc, on arrête et on termine la semaine prochaine. Ça fait? D'accord, monsieur. D'accord. Alors, à la semaine prochaine. Inch'Allah.